Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui concerne la rectification d'impôts. Je suis David Tellerman de Travail en Suisse et Bicharp et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Romain Clapier d'Allo Déclaration Suisse qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Romain, bienvenue. Alors tiens, je te laisse prendre ta place. Alors, avant de commencer, je vais juste faire une vérification que tout fonctionne correctement. Alors, et vous demandez en fait sur le chat si vous m'entendez. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, Pierre-Emmanuel, merci. Ok, alors s'il y en a au moins un qui m'entend, c'est que tout le monde m'entend. C'est parfait, on peut démarrer. Super. Alors, je vais vous donner le cadre un peu du fonctionnement. Le fonctionnement est le suivant. On va faire une petite présentation. On va essayer de laisser la place la plus importante aux questions-réponses. Vos questions, vous pouvez les poser soit pendant la présentation, soit après, à la fin. On va se laisser un bout. Et Romain va répondre à toutes les questions. Et si on n'a pas répondu aux questions, on répondra après sous forme on va dire sur la page. On répondra de manière succincte. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer comme ça. Romain, bienvenue. Merci à toi d'être venu. Je sais que c'est une période. Non, oui, je t'en prie. C'est une période très chargée. Et voilà, écoute, on se réjouit de t'entendre et de voir ce que tu as. Alors oui, pardon, juste pour info, on va voir. En fait, il y aura peut-être il y aura en tout cas le replay qui sera présenté aux personnes qui sont inscrites et vous recevrez le replay à la fin, en tout cas de la présentation. Voilà. On peut commencer maintenant. Romain, c'est à toi. Bonjour David, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc je me présente assez brièvement. Je suis Clapier Romain. Avance-toi un peu et parle un tout petit peu plus fort en fait. Ouais, donc je suis Clapier Romain, expert comptable diplômé suisse, fondateur directeur de la fiduciaire Allo Déclaration Suisse, spécialisé dans la fiscalité des particuliers, fiscalité suisse et fiscalité française, je précise. Pour donner un ordre d'idée, on gère un portefeuille client d'environ 3500 personnes. Voilà, ça c'était pour la présentation. Aujourd'hui, je suis chargé de vous faire une présentation sur la rectification d'impôts à la source. C'est un sujet d'actualité puisque, j'imagine que vous le savez, c'est un document qui doit être remis aux autorités fiscales avant le 31 mars 2020, donc dans un peu moins de 3 mois. Je vais commencer la présentation avec la table des matières. Dans un premier temps, on va aborder les fondamentaux de l'impôt à la source, c'est-à-dire qui est concerné par l'impôt source, quel type de revenus sont soumis à l'impôt source, les barèmes, le fonctionnement. On va également aborder les nouveautés. Bon, là, on l'a pas sur le slide, mais on va après aborder le sujet sur le barème C, barème des couples mariés dont les deux conjoints exercent une activité lucrative dépendante. On va aborder le traitement fiscal à la source des concubins, mais également des personnes qui ont des enfants en garde alternée. Ouais, c'est un vrai sujet, ça. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. On va aborder également le formulaire de rectification d'impôt source, comment il se remplit, comment il s'établit, quels sont les pièges à éviter. Et enfin, on abordera, si je ne me trompe pas, la réforme de l'impôt source 2021. Voilà, et tout ça en 45 minutes, bravo. C'est ça en 20 minutes, ça va être chaud. Ok. Alors l'impôt source, Romain, qui est concerné finalement par l'impôt source? Cette partie-là, elle est assez formelle finalement, mais c'est quand même assez important. C'est de la faire assez vite. Qui est concerné? Bon, assez rapidement, c'est tous les résidents suisses qui ne sont pas titulaires d'un permis C. Donc il faut qu'ils soient titulaires d'un permis B, permis de séjour, permis qui dure 5 ans, ou permis L, courte durée, ou N et permis F, le dernier. Et bien sûr les frontaliers, quelle que soit leur nationalité. Ok. Voilà. Qu'ils soient suisses ou français, qu'ils aient un permis ou pas de travail, ils seront à l'impôt source. Voilà. Ça, c'est un premier point. Peut-être juste rappeler les exceptions au niveau de l'imposition à la source pour les résidents. Ne sont pas soumis à l'impôt source, en tout cas sortent du système de l'impôt à la source. Les résidents qui doivent s'acquitter de l'impôt fortune à Genève, c'est ceux qui dépassent un certain seuil de fortune. Mm-hmm. Je pense pour les célibataires, c'est 82 000 francs environ. Pour les couples mariés, c'est 165 000 francs. Il faut le savoir quand même. Je pense qu'il y en a très peu qui le savent. Ceux qui sont propriétaires d'un bien immobilier et les personnes qui ont un revenu supérieur à 500 000 francs. Ça vaut aussi pour les frontaliers. D'accord, donc ces personnes-là sont absolument pas concernées par l'impôt source. Pour les deux premières catégories, pour ceux qui sont à la fortune et puis ceux
sont propriétaires, non. Eux, ils sortent complètement du système d'impôt source. Pour le frontalier qui perçoit plus de 500 000 francs de revenus, lui, il garde un système d'impôt à la source, mais il devra faire une taxation. Enfin, il sera soumis à une taxation ordinaire ultérieure, donc il devra faire une déclaration d'impôt qui corrige son imposition à la source, obligatoirement. D'accord. Bon, a priori, je pense qu'il y en a sûrement quelques-uns, mais très peu de gens, je pense, sont dans ce cas-là, mais avec plaisir, en tout cas, on sait à quoi. Alors, quel type de revenus sont soumis à l'impôt source, Romain? Alors, les revenus tirés de l'activité lucrative dépendante, donc, si j'enlève le jargon du fiscaliste, c'est les revenus de l'activité salariée, voilà. Que ce soit des revenus périodiques ou apériodiques, c'est-à-dire qui sont pas récurrents. D'accord. Je pense au salaire, mais ça peut être aussi les bonus, les avantages en nature, l'avantage lié aux véhicules de fonction, typiquement, et la prise en charge des primes d'assurance maladie. Voilà. Donc, sont aussi soumis les allocations familiales, qu'elles soient touchées de manière complète ou de forme de différentiel en Suisse. Ok. Ça, c'est soumis. Et les revenus acquis en compensation. Donc, ça, c'est surtout les revenus liés à une perte d'emploi liée à de la maladie, de l'accident, tout ce qui est, par exemple, les allocations, les indemnités journalières de maladie, l'accident, l'invalidité. Voilà. D'accord. Ça, c'est des revenus qui vont être aussi soumis par les autorités sociales à l'impôt source. Ah, on me demande en fait, est-ce que tu peux parler plus fort en fait? Oui. Alors voilà, en fait, ce que tu proposes, tu me rapprocher. Voilà, rapproche-toi du micro et parle plus fort. Allez. Je parle plus fort. Mireille Bécard, vous a entendu. Alors maintenant, s'agissant des barèmes, alors très rapidement, bon, il faut bien distinguer les barèmes de perception, les barèmes de perception ajustés et les barèmes de rectification. Ça, c'est très important. Le barème de perception, c'est un barème qui est utilisé par l'employeur. Là, on connaît les barèmes principaux. Donc, on a le barème A0, utilisé pour les célibataires, veufs, divorcés, séparés de fait ou de corps, sans enfants à charge. Il va être également utilisé pour les personnes qui vivent en union libre avec enfants à charge ou ceux qui sont en garde alternée. Mmh. On a le barème B, qui est un barème qui s'applique aux couples mariés qui vivent en âge commun, dont un seul conjoint exerce une activité lucrative dépendante. Voilà. Le barème C, c'est le même, mais il s'applique aux couples mariés dont les deux conjoints exercent une activité dépendante ou indépendante, je précise. On a le barème D qui s'applique, qui est utilisé en général pour les revenus acquis en compensation. C'est par les caisses d'assurance accident, c'est eux qui l'utilisent. Et également pour les revenus tirés d'une activité accessoire. Ça s'adresse uniquement aux résidents suisses. Il faut faire moins de 15 heures de travail par semaine, avoir un revenu inférieur à 2000 francs. Ok. Ça, c'est les barèmes de perception. Ensuite, on a les barèmes de perception ajustés. Aujourd'hui, on connaît le barème A1, A2, A3. C'est les barèmes qui sont permis par le fisc pour les personnes qui versent des contributions d'entretien ou des pensions alimentaires à des ex-conjoints supérieurs à 12 000 francs. Donc, je m'explique, si vous avez une pension qui dépasse 12 000 francs, vous serez en barème A1. Si votre pension dépasse 24 000 francs, vous serez en barème A2. Ça, c'est pas un barème qui peut être utilisé spontanément par l'employeur. Okay. Il faut avoir une autorisation préalable par le fisc. Ah, ok, d'accord. Oui. C'est pour tenir compte de la capacité économique du contribuable. Vous versez aujourd'hui 25 000 francs de pension alimentaire. C'est quand même très rare pour les frontaliers, ça l'est un peu plus pour les résidents. Le fisc en tient compte pour éviter d'avancer cet argent-là. On verra ensuite plus tard le barème de perception ajusté pour le barème C, mais ça fait l'objet d'un autre slide. Enfin, on a le barème de rectification. Donc ça, c'est des barèmes uniquement utilisés par les autorités fiscales genevoises. Et en fait, tout le jeu est là, Romain. C'est-à-dire que nous, en fait, pour être, si je comprends bien, on a en fait une déclaration faite par notre employeur en termes de barème. C'est ça. Et tout le jeu, en fait, et notamment l'optimisation qu'on peut faire et la récupération peut se faire à travers ces barèmes rectifiés. Exactement. Ok, d'accord, super. Pas que, mais ça fait partie des leviers d'optimisation, c'est de rectifier. Alors, vous verrez que plus tard qu'il y a des barèmes qui doivent faire obligatoirement l'objet d'une rectification, mais oui, c'est ça. D'accord, ok. Notez que ces barèmes, donc, qui sont donnés, ils ressortent de la déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source. Donc, c'est l'employé chaque début d'année de déclarer son barème à son employeur au moyen de justificatif. Je sais pas, vous êtes marié en cours de l'année 2019, enfin vous êtes divorcé, vous devez joindre le justificatif de divorce, si je prends l'exemple du divorce, à votre employeur. Donc votre employeur ne peut pas modifier votre barème sans justificatif. Ça, faut le savoir. Oui, ça c'est un fonctionnement assez différent pour ceux qui connaissent pas effectivement de ce qu'on a en France. C'est-à-dire que c'est l'employeur en gros qui sur la base des informations du salarié qui fait la déclaration au fisc. C'est drôle. C'est ça. C'est lui qui est responsable du reste du prélèvement d'impôt à la source.
sur la base de cette déclaration-là. D'accord. Maintenant, ce qu'on voit dans la pratique, c'est que ces déclarations ne sont pas toujours très bien remplies, puisqu'elles ne sont pas toujours très bien comprises par les employés, puisque les employeurs donnent très peu d'informations en général là-dessus. Enfin, ils veulent avoir ce document-là, mais sans trop l'expliquer. Ouais, c'est juste. Il y a des explications au dos, mais en général, elles sont relativement succinctes et pas très claires. Voilà. Ok. Ensuite, au niveau du fonctionnement, assez rapidement, vous savez, je pense que tout le monde est un petit peu au courant comment ça marche. L'impôt à la source est prélevé par l'employeur durant l'année de perception. Donc, je vais revenir souvent avec ce terme-là. Période de perception, c'est la période durant laquelle l'employeur prélève l'impôt source de ses employés. Période de rectification, c'est la période durant laquelle le contribuable rectifie son impôt. Okay. C'est-à-dire la période qui suit l'année du prélèvement. Okay. Elle s'arrête au 31 mars de l'année qui suit. Donc, l'employeur prélève un impôt source selon un taux qui est défini en fonction de 2 critères, en fonction du salaire brut et pas du salaire net, on va voir pourquoi, et en fonction de la déclaration, de cette fameuse déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source. Alors, pourquoi il est appliqué sur le salaire brut? Pourquoi? Ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Tout simplement, puisque les taux intègrent des déductions forfaitaires. Ces déductions concernent des déductions des charges sociales, l'AVS, la LPP, l'assurance accident non professionnel, des déductions pour les dépenses professionnelles, les frais de déplacement, les frais de repas, et enfin les déductions pour les primes d'assurance maladie. Okay, ouais. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne soumise à l'impôt source a droit à ces déductions-là. Maintenant, il faut comprendre qu'elles sont forfaitaires. Qui dit forfaitaire dit arbitraire. Voilà. D'où la nécessité de faire une rectification d'impôt source, voire une déclaration de quasi-résident. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu un arrêt du tribunal fédéral en 2010 vis-à-vis de ces taux qui avaient été jugés discriminatoires vis-à-vis des résidents qui, eux, avaient droit à l'entièreté des déductions fiscales permises par le droit fiscal. Je me rappelle de cette période. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le fonctionnement de l'impôt à la source. Les nouveautés 2019 Alors, très rapidement, les nouveautés 2019 au niveau cantonal, elles concernent tout d'abord les frais de garde des enfants de moins de 14 ans. Le seuil, le plafond des déductions a été monté à 25 000 francs par enfant et par an. À noter, juste petite précision, que si un seul des parents quitterait dans le compte en général, la déduction est divisée par 2. Donc la déduction des 25 000 francs, vous y aurez droit uniquement si les 2 parents exercent une activité sur général. Sinon, ça sera 12 250. L'autre, donc ça c'est quand même c'est pas une petite nouveauté. Pour ceux, quand on sait le coût d'une crèche sur le canton Genève, je pense que ça va faire du bien à un bon nombre de parents. Au niveau de la deuxième nouveauté, elle concerne les enfants majeurs étudiants. Alors celle-là, elle est très importante puisque à une époque, quand vous aviez un enfant majeur étudiant qui a arrêté sa scolarité au mois de juin de l'année, il se trouvait n'être plus à charge de ses parents. Vous ne pouviez plus rattacher cet enfant uniquement parce qu'il n'était pas étudiant au 31 décembre, ce qui était totalement aberrant, notamment quand on sait qu'un enfant qui naît au mois de décembre, lui, est rattaché pour l'année entière. Oui. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. D'ailleurs, il faudra joindre les certificats de scolarité, non plus 2019-2020, mais seulement le certificat de scolarité 2019. Il faudra juste prouver qu'il y a eu une période de scolarité durant l'année. Donc ça, c'est une vraie avancée. Malheureusement, ça concerne que le niveau cantonal. Au niveau fédéral, c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà une bonne chose. Ok. C'est déjà une bonne chose. Voilà pour ce slide. Super. Alors, on va parler maintenant de la rectification d'impôts, des documents, des modalités de dépôt, de la durée de traitement d'une rectification d'impôt à la source. Donc, des éléments un peu techniques. Donc, je compte sur toi, Romain, pour essayer de nous. Je vais essayer d'être assez. Parce que c'est pas la partie forcément la plus marrante, mais c'est probablement une des plus intéressantes. Donc, voilà. Bon, déjà pour faire en substance, le formulaire, il est envoyé aux employeurs des personnes concernées par l'impôt source, en général à la mi-décembre. Il doit être remis à l'administration fiscale au plus tard le 31 mars 2020. Cette année, c'est le 31 mars, l'année passée, ça tombait le 1er avril. Il peut être déposé sous format papier, mais également sous format électronique, directement en ligne sur le compte e-démarche, d'ailleurs. C'est encore très peu utilisé par les frontaliers, mais enfin, ça existe. Il faut savoir que ce formulaire-là, pour moi, il poursuit 4 objectifs. Le premier, c'est la correction. Il permet de corriger un barème d'imposition. Vous avez mal déclaré votre barème dans la déclaration de prélèvement d'impôt à la source que vous avez remis à votre employeur en début d'année. Là, on peut faire cet ajustement, on peut corriger ce barème-là, cet instant-là, grâce à ce formulaire-là. Mais également, il va pouvoir corriger un taux d'imposition. Votre employeur s'est trompé au niveau du calcul de votre taux, par exemple. Vous n'êtes pas sûr de vous pouvez faire une rectification et demander que le fisc, en tout cas, vérifie
que l'employeur ait bien fait son travail et éventuellement le corriger. Ouais, d'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il permet le rattachement des enfants. Quand j'entends rattachement des enfants, je pense au rattachement des enfants mineurs, des enfants qui seraient nés en cours d'année mais qui n'ont pas été tout de suite annoncés à l'employeur, par exemple. C'est à ce moment qu'on l'annonce. Les enfants mineurs issus d'une union libre. On verra plus tard que les concubins ne peuvent pas rattacher leurs enfants en cours d'année, perte de perception, donc ils le rattachent à ce moment-là. Et également les enfants majeurs étudiants, du coup plus au 31 décembre, mais étudiants en 2019. Oui. Attention, ils doivent être à charge quand même au 31 décembre. Ça veut dire que les parents doivent continuer d'entretenir son enfant. Si l'enfant déménage et part vivre ailleurs, bon, ça sera dur de prouver qu'il est à charge au 31 décembre. Également, le rattachement des enfants mineurs ou majeurs dans le cadre d'une garde alternée. Voilà, ça, c'est le dernier point. Et ce qui permet, alors, effectivement, c'est vraiment, encore une fois, d'éviter de payer trop. C'est toujours d'avoir une imposition juste, puisque en cours d'année, elle sera pas juste, vu que vous rattachez pas les enfants. Ouais, tout à fait. On verra pourquoi on les rattache pas, d'ailleurs. Le troisième élément important à savoir avec cette rectification, c'est qu'elle permet de faire valoir son droit aux déductions supplémentaires. Pourquoi je parle de déductions supplémentaires? Puisqu'on a déjà droit à des déductions dans les taux, on en a parlé tout à l'heure, les charges sociales, les primes d'assurance maladie et les frais de déplacement professionnel. Là, on va avoir droit à d'autres types de déductions. Je pense au troisième pilier, bancaire ou assurance, je pense au rachat LPP, aux pensions alimentaires versées à des conjoints ou à des pour des enfants, enfin des charges des pensions alimentaires, des frais de garde. Oui. Et on a aussi deux autres déductions un petit peu plus minimes, ça c'est les déductions pour les frais de formation professionnelle ou de perfectionnement et la déduction pour les primes d'équipe. Donc ça concerne très peu de monde, c'est pour le travail en général en 3-8, ceux qui travaillent en usine. Ok, d'accord. Ont le droit de déduire 3200 francs au titre des primes d'équipe. Voilà. Donc c'est vrai que la partie 8, c'est la partie 8 du formulaire, est très très important. C'est là où on va pouvoir faire la différence et puis pouvoir récupérer une partie de son imposition. Et d'ailleurs, du reste, c'est la partie qui va être supprimée en 2021. Ok. Voilà. Alors, on va parler de la durée de traitement. J'ai peut-être encore. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, Romain, encore un point. Vas-y, Romain. Juste bien préciser que si vous n'avez pas tous les documents au 31 mars, il faut quand même déposer la déclaration et renseigner en point 9 qu'il manque des documents. Okay. C'est primordial. Le délai légal et impératif au 31 mars. Si on le respecte pas, on n'a plus le droit. On parle de taxation qui entre en force, c'est-à-dire qu'on peut plus contester la taxation. Donc, même s'il manque un certificat de scolarité, une attestation page emploi, on envoie, on dit qu'il manque tel ou tel document. De toute façon, la rectification ne sera pas traitée dans les 10 mois qui arrivent. Donc, vous aurez tout le temps de compléter votre rectification. Ça c'est super important. Merci Romain. Ouais, je pense que là, faut vraiment bien le retenir. Hein. Faites la rectification quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas tout. Quoi qu'il arrive. Ok, super. Merci Romain. Durée de traitement de rectification d'impôt à la source. Durée de traitement d'une rectification d'impôt à la source. Bon, j'en ai un petit peu parlé. Elle est malheureusement relativement longue. Hein. Nous, on part sur des bases entre 6 et 12 mois en général. De toute façon, l'impôt source ne traite pas votre rectif avant le mois de juin prochain puisqu'ils sont en train de traiter la rectif 2018. Ok. Maintenant, c'est traité par ordre chronologique, ça faut quand même le savoir. Mais ça sera pas traité avant le mois de juin. Donc, on conseille quand même à nos clients de remettre ce formulaire-là à la fin décembre ou en tout cas au mois de juin, au mois de janvier, pour un traitement rapide. Mais ça sera quand même pas traité avant l'été. D'accord, ouais, bon. Après, il y a... Tout est traité, mais c'est vrai que ça prend quand même un certain temps. Il y a Campan qui nous dit « J'ai expérimenté l'an dernier le remboursement via e-démarche et c'est beaucoup plus court que par le formulaire papier. » Merci pour ce feedback. C'est juste, ça va a priori un petit peu plus vite. Et en plus, les fiduciaires peuvent prendre le relais pour ce genre de déclaration. Donc, même une fiduciaire peut faire une déclaration en ligne pour un de ses clients. Pour le compte d'un client, ouais. Et ce client n'a pas besoin d'avoir de compte e-démarche. Ça, faut le savoir. Ouais. Donc, sur demande, on peut le faire aussi en ligne. C'est pas mal, ça, ouais, c'est pas mal. On passe à la suite, Romain, ou c'est bon? Ouais. C'est bon pour moi. Alors, troisième point, la prise en compte des revenus du conjoint, la perception de l'impôt par l'employeur et la rectification de l'impôt par l'AFC. Donc ça, c'est un sujet qui est relativement problématique aux yeux des frontaliers. Il y a une incompréhension totale autour du barème C. Je l'explique pas. Je pense que la responsabilité elle est quand même à mettre à la charge des employeurs, puisque le service impôt source lui fait son boulot. Hein. Il émet chaque année une directive impôt source. Maintenant, malheureusement, qui lit la directive impôt source, surtout qu'elle est plus envoyée dans les formulaires de rectification impôt source, donc il faut la télécharger. Donc, si l'employeur va pas expliquer les fondements, les fondamentaux de ce barème qui n'est pas très compliqué, il se trouve que c'est généralement très mal compris. D'accord. Voilà.
Okay, donc, par quoi commencer? Je peux peut-être déjà commencer par le fait de dire que c'est un barème qui a été le barème C, le barème utilisé pour les couples dont les deux conjoints exercent une activité lucrative dépendante. Il est utilisé depuis 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il n'existait pas. Hein. Il a été introduit dans cette période-là, tout simplement, puisqu'à l'époque, les revenus du conjoint n'étaient pas intégrés dans le taux je me rappelle d'impôt. Donc, vous étiez marié à une personne qui travaillait dans le canton de Vaud, on n'intégrait pas ses revenus. Par contre, le contribuable qui travaillait avec sa femme à Genève, lui, vous voyez le revenu de sa femme intégré dans votre revenu pour la détermination du taux. Ce qui n'était pas juste. Ce qui n'était pas du tout juste. Il y avait aucune égalité de traitement vis-à-vis des résidents et même des frontaliers qui travaillaient ou pas à Genève. Donc ça a été rectifié fort heureusement en 2014. Maintenant, il faut savoir perception d'impôt. Il faut savoir que ces barèmes-là intègrent des revenus pour le conjoint qui sont égales aux revenus du contribuable imposé à la source, mais plafonnés à 65 000 francs. Je m'explique. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous travaillez à Genève, vous percevez un revenu de 50 000 francs. Votre taux sera basé sur un revenu de 50 000 francs plus on intégrera un taux pour le conjoint de 50 000 francs. Maintenant, vous percevez 100 000 francs, votre taux intégrera un revenu pour le conjoint de 65 100 francs. C'est plafonné à 65 000. Ah, c'est plafonné à 65 000, voilà. D'accord. Ils sont partis, c'est une moyenne, ils ont fait des statistiques nationales. Bon, c'est un petit peu élevé pour les frontaliers, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi 65 000 francs et pourquoi il y a un revenu qui est intégré dans les barèmes? Pour 3 raisons principales. La première, c'est pour une raison de confidentialité vis-à-vis de l'employeur. L'employeur n'a pas à connaître le revenu des conjoints de ses employés. Oui, c'est vrai. Ça paraît évident. Puisqu'aussi en début d'année, on n'a pas de boule de cristal, donc on connaît pas le revenu du conjoint. Hein. Donc, il fallait bien partir sur un forfait. Et le dernier, c'est pour respecter l'égalité de traitement entre les résidents et les non-résidents, et que tout le monde ait un taux d'impôt équivalent selon sa capacité contributive. À l'époque, c'était pas forcément le cas. Donc ça a été rectifié. Maintenant, ça pose beaucoup de problèmes, puisque si vous avez un conjoint qui travaille sur Genève ou sur Vaud et qui gagne, je dis une bêtise, 150 000 francs, votre taux sera totalement minoré. Vous aurez un taux d'imposition qui sera pas du tout en fonction de la capacité, de votre capacité à payer votre impôt. Et ce qui se passera, c'est qu'il va y avoir des gros compléments d'impôt, importants au moment de la rectification. C'est pour ça qu'on dit toujours que la rectification permet de récupérer de l'impôt. C'est pas forcément qu'elle peut engendrer également des compléments d'impôt. Alors, c'est ce que je me permets, parce que moi j'interviens. Il y a Eric qui nous dit ça. Nous avons fait l'an dernier le rectificatif de l'impôt comme chaque année. Comme les autres années, je travaillais dans le canton de Vaud. Nous avons intégré les revenus totaux. Moralité, 2 900 francs d'impôt supplémentaires au 31 décembre 2019. Donc là, il y a de fortes chances que sa conjointe est un revenu supérieur à 65 000 francs. Donc là, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est, avant de faire la rectification, c'est passer par un pro, éventuellement, vérifier. Ce que nous, on conseille à nos clients, c'est éventuellement de l'ajuster. Vous êtes mariés, les deux travaillent, un travaille à Genève, l'autre travaille dans le canton de Vaud, vous êtes en barème C2, c'est-à-dire vous avez 2 enfants à charge mineure. Ce qui est possible de faire, si un des deux a un revenu, si celui qui bosse dans le canton de Vaud a un revenu supérieur à 65 000 francs, on peut ajuster ce barème via l'application du site. Sur e-démarche? Non, c'est pas e-démarche, c'est l'application sur le site du fisc GE.ch. D'accord. Et ça permet d'ajuster à la hausse ou à la baisse les barèmes de perception C. Donc on peut très bien partir de C2 et être ajusté en C0, histoire de majorer un petit peu le taux d'imposition. Donc ça, c'est des choses qui se font, et on conseille de le faire pour des raisons évidentes, pour éviter des énormes compléments, parce que là c'est 2 900 francs, mais des fois on voit des choses quand même plus importantes. Ouais. Voilà. Ok. Alors, peut-être juste rappeler également que cette rectification du barème C est obligatoire. Voilà. On entend souvent des contrats dire je veux pas rectifier parce que chaque année j'ai un complément d'impôt. C'est malheureusement pas une option. L'article 3, alinéa 1 du règlement d'impôt source genevois le stipule de manière c'est clair et net. Le salarié doit déclarer de manière spontanée ou à sa demande, c'est le terme, les revenus du conjoint pour ajuster le barème. Voilà. Il faut bien comprendre que le barème C, c'est un barème provisoire et pas définitif. D'accord. Peut-être juste aussi rajouter qu'il n'y a pas de sanction. Donc, si vous oubliez de faire cette déclaration, vous recevrez un courrier de l'AFC vous demandant de justifier les revenus du conjoint. Voilà. Ok, ça, c'est plutôt cool, ça. Ça, il n'y a pas d'amende pour le moment. Okay. Mais bon, il faut le faire.
Ok, alors il y a quelques questions. Je comprends effectivement que la rectification est une faculté, une possibilité, pas une obligation. C'est quoi la limite en fait? C'est une obligation? Alors, c'est une obligation pour certaines classes de personnes. Je pense notamment aux couples mariés soumis au barème C. Pour eux, c'est obligatoire. Ok. Ils doivent faire la rectification, qu'ils le veuillent ou pas, ils doivent faire la rectification, c'est une obligation légale. Pour les autres, pas forcément. Je pense à un célibataire qui n'a pas d'enfant à charge, qui n'a pas de déduction supplémentaire à faire l'heure, lui, il va pas faire de rectification. Maintenant, on conseille toujours à nos clients d'aller voir un fiscaliste pour demander, pour lui faire contrôler son impôt à la source, vérifier que son taux est juste, que son barème est correct. Ouais, dans les deux sens, en fait, ça marche dans les deux sens. Parce que le contribuable ne peut pas faire ça lui-même. Donc là, il faut qu'un fiscaliste quand même jette un œil et lui dise, OK, il n'y a rien à faire pour toi cette année. Ok. Ou alors, t'es au-dessus ou t'es en dessous. En fait, effectivement, il faut rectifier. Une question. Tout ce que vous expliquez n'est-il applicable que pour le canton de Genève? Alors là, on parle effectivement que du canton de Genève. S'il y en a des questions pour le canton de Vaud, je peux aussi répondre. On est compétent pour ça. Voilà, c'était Evelyne qui nous posait la question. J'ai déroulé quelques questions là parce que là, et les autres je les prendrai, vous inquiétez pas, je les prendrai aussi. Quid des revenus à l'étranger du contribuable frontalier, par exemple s'il travaille à 50% à Genève et 50% en France? Alors lui, il verra son taux d'imposition converti à un taux de 100% par son employeur suisse, puisque dans la déclaration de prélèvement d'impôt à la source, il y a une question simple qui demande est-ce que vous avez d'autres activités à côté? Si la réponse est oui, l'employeur doit extrapoler votre revenu sur la base d'un taux à 100%. Okay. Pour calculer le bon taux. Donc forcément, derrière, il faudra faire une rectification pour ajuster ce taux d'impôt, qui sera pas forcément juste puisqu'il partira sur un 100% du salaire que vous percevez à 50%. Je sais pas si je suis clair. Je prends l'exemple, si vous percevez 5 000 francs et que vous travaillez à temps partiel 50%, l'employeur va se baser sur un taux d'un salaire à 10 000 francs. Ok, oui, forcément. Ok. Donc si le revenu en France n'est pas de 5 000 francs, il faudra rectifier. Et la rectification sera en faveur. Ok, voilà, oui, effectivement. Ouais, c'est une vraie gymnastique fiscale. Est-ce qu'on peut déduire les frais de CMU françaises et mutuelles lors de la rectification? Alors malheureusement pas. Ce genre de charges se déduisent uniquement dans la déclaration d'impôt française en 6DD. D'accord, mais par contre, pour la LAMAL, c'est bon. Mais de toute façon, il faut savoir quelque chose, c'est que les taux, comme on en a parlé tout à l'heure, tiennent compte d'une prime d'assurance maladie qui est de 5 199 pour 2019. Okay. Donc, je connais très peu de frontaliers, s'ils sont à la CMU, à moins qu'ils aient des énormes salaires, qui payent 5 199 francs d'assurance maladie. Ouais, donc ça, c'est un des aspects, ouais. Une des déductions forfaitaires qui est en général en faveur des frontaliers. Ouais. Ok. Alors, on va dérouler vous inquiétez pas, les questions, on les traite, elles sont bloquées. Traitement fiscal des concubins sur le canton de Genève, ça aussi, c'est une source de rectification importante. Alors, oui. Et d'ailleurs, si on fait pas la rectification, on verra que les conséquences sont assez lourdes. Alors, il faut bien distinguer deux périodes, la période de perception et la période de rectification. Durant la période de perception, les personnes vivant en union libre seront soumises à un barème à 0. Voilà. En période de rectification, ces personnes qui vivent en union libre et qui ont des enfants à charge, parce que pour être concubin, il faut avoir un enfant à charge, sinon ça marche pas, vont donc durant la période de rectification, ces personnes-là vont rattacher les enfants à raison d'une demi-charge par parent. Donc la charge de famille à Genève, elle est de 10 000 francs. Donc si vous avez un enfant, vous avez droit à une déduction fiscale de 10 000 francs. Pour les concubins, elle sera de 5 000 et 5 000. Okay. 4 990, mais ça fera 5 000 et 5 000. Et le parent qui aura le salaire net le plus élevé aura droit au barème réduit, qui est le barème H0. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'en période de perception, l'employeur ne peut pas changer son barème et puis appliquer un H0 ou un A0 parce qu'il ne sait pas qui des deux parents perçoit le plus gros salaire, le plus important. Du coup, en période de perception, c'est A0, en période de rectification, H0 pour le parent qui a le salaire le plus important, A0 pour l'autre. Ok. Tout ce qui concerne les frais de garde et autres sont divisés par 2. Ok. Là, l'aspirine est fournie après le webinaire. Non, je plaisante. Oui. Non, mais c'est pas évident. Non, c'est pas de ta faute, Romain. C'est vraiment. Non, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est. Non, mais on est. C'est beaucoup de jargon. C'est parfait. Enfin, moi, je comprends très bien. Mais c'est vrai que ça montre quand même une chose, c'est que. C'est encore simple. Après, on a le garde alterné. Bon, on va essayer de. Chouïa plus important. Ouais. Alors, sans rentrer peut-être effectivement dans la mécanique, mais moi, ce que je retiens quand même effectivement sur ces cas-là, c'est qu'il y a quand même une forte probabilité qu'on ait un besoin d'ajuster le barème dans ces cas. En fait, ça c'est quasi certain. En fait. C'est quasi certain. Ok. C'est très rare qu'on fasse pas de rectif. Alors pour ces cas-là, pour les cas des concubins, chaque année on en a qui n'ont jamais fait de rectif. Et là, les conséquences sont dramatiques. Je vous le dis. Okay. Pour un revenu
pour un revenu à 100 000 francs, il y a quasiment, si je dis pas de bêtises, 35% d'économie d'impôt à faire quand on est en barème H0. Ça représente une somme énorme. Je confirme. Voilà. D'accord. Ça, pour le coup, si on fait pas la demande de rectif, on revient pas en arrière. Ouais, c'est perdu. Ouais. Parce que j'ai pas fait je l'ai pas dit tout à l'heure pour les barèmes C, mais les barèmes C, ils ont un délai de rectification au 31 mars, mais s'ils le font pas, ils peuvent quand même rectifier leur taux, leur barème C après le 31 mars. C'est une exception. Ok. Mais bon, le barème C, c'est quand même un... Pour les autres, il faut le faire avant le 31 mars. D'accord. Tu connais un nombre de choses incroyables. Bon, tu me diras, c'est ton métier, mais c'est vrai que c'est rempli de petits, petits détails, des astuces. Ok. On peut passer sur la suite ou bien? Oui. Alors, traitement fiscal des gardes alternés sur le canton de Genève. Alors, très intéressant. Essaye de nous faire ça en rapide. Alors, pour faire simple, dans la période de perception, idem que pour les concubins, le taux de perception, c'est le barème de perception, c'est le barème à 0. Voilà. En période de rectification, alors, la règle est inversée par rapport aux concubins. Depuis le 7 août 2015 et un arrêt du tribunal fédéral, s'il n'y a pas de pension alimentaire, si la prise en charge des frais de l'enfant est paritaire entre les deux parents, le parent qui aura le salaire net le plus important n'aura pas droit au barème réduit, ce qui n'était pas le cas avant. Okay. Il aura droit au barème à 0. C'est le parent qui aura le salaire net le plus bas qui aura droit au barème réduit. Tout simplement puisque le juge a considéré que sa capacité contributive était plus impactée à dépenses équivalentes, sachant que son revenu était plus bas que son compagnon. Compris. Au niveau des charges de famille, c'est pareil. Chacun des deux parents aura droit à une demi-charge de famille. Voilà. Donc en fait, là aussi, c'est... Là, le système s'inverse. C'est les parents qui gagnent un petit peu moins qui auront droit à la fiscalité intéressante, à la fiscalité réduite. Ok. Ça marche. Comment réussir ces rectifications d'impôts sources? Alors, on a indiqué passer par un professionnel ou par soi-même, mais par soi-même, c'est quand même... suivant les cas, en fait, ça correspond à très peu de cas finalement. Les célibataires, c'est ça. Enfin, je pense que cette question, le plus simple pour y répondre, c'est justement peut-être de dire pour qui peut le faire tout seul en fait. Je pense qu'il faudrait être célibataire, sans enfant, avoir un travail à 100%, surtout pas de travail à temps partiel, aucune déduction supplémentaire à faire valoir, pas de troisième pilier, pas d'LPP, que le taux soit correct par l'employeur, donc il faut quand même le vérifier, même si c'est simple. Voilà, donc ça concerne quand même relativement peu de monde. Il y a aussi, c'est vrai, ceux qui sont soumis au barème B. Voilà, encore une fois, il ne faut pas qu'ils aient de déduction supplémentaire, pas 3, que le taux soit juste, qu'ils aient pas d'activité à temps partiel. Honnêtement, même pour ces gens-là, on arrive toujours à trouver quelque chose. Ouais, donc parce que je prends le cas d'un frontalier. Même célibataire sans enfant, il doit faire 4 déclarations par an. Une déclaration de prélèvement d'impôt à la source au mois de janvier, une rectification d'impôt source, enfin en tout cas vérifier que son impôt source est correct avant le 31 mars, une déclaration d'impôt française avant la fin mai, une déclaration CMU au mois d'octobre, s'il est à CMU. Donc on est quand même sur 4 déclarations où il y a quand même relativement beaucoup de pièges. Voilà, je suis pas certain qu'on trouve pas une petite coquille dans tout ça. Ok. Voilà. Alors moi, le conseil, c'est quand même de se faire, enfin c'est ce qu'on dit souvent, d'être dans la région sans fiscaliste, c'est un petit peu suicidaire. Alors moi je vais donner mon exemple perso. J'ai toujours fait mes déclarations tout seul, voire pas de déclaration, alors que je suis un des premiers à conseiller de le faire. Du jour où j'ai commencé à le faire, donc c'était il y a 2 ans. Quand j'ai vu la différence, en fait, j'ai compris tout ce qui finalement avait été payé en trop, et ça fait très mal. Ça fait vraiment très très mal. Moi, mon cas encore est particulier. J'ai 3 enfants. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai 3 enfants. J'avais à l'époque un travail, en tout cas à temps partiel. Enfin bon, bref, c'est quand même assez. Le cas était en plus complexe. Ouais, le cas, voilà, mais encore plus suicidaire. Voilà, avec des revenus complémentaires. Mais bref, l'idée, si vous voulez, c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que je suis dans les rails ou pas? Et ça, franchement, passer par un professionnel, j'avoue que ça change quand même un peu tout. 7e point, nouvelle loi sur la révision de la position de la source en 2021, les changements majeurs à venir et comment se préparer. Alors là, je vais essayer d'être assez succinct au vu du temps. On va pas rappeler la base légale, même si le texte de loi a été voté déjà un petit moment, en 16 décembre 2016. L'AFC a émis une circulaire 45 qui est en 2019, je crois, juin 2019, et une ordonnance avril 18. Donc ça, c'est tous les textes qui entourent cette réforme-là. Les changements majeurs, alors, ils sont quand même nombreux. L'idée de cette réforme, c'était de mettre un terme aux inégalités de traitement entre les résidents soumis à l'impôt source
enfin même pas les résidents, les personnes soumises à l'impôt source et les personnes soumises à la taxation ordinaire, donc ceux qui font une déclaration ordinaire à Genève. Pour nous, c'est pas totalement, l'objectif est pas totalement rempli. Je sais pas si on aura le temps d'y venir. Peut-être qu'on va dissocier les résidents des frontaliers. Si je commence par les résidents, aujourd'hui, tous les résidents, à partir du moment où ils auront plus de 120 000 francs de salaire, devront faire une déclaration ordinaire ultérieure. Oui. Contre 500 000. Ouais. Contre 500 000 à Genève aujourd'hui. Alors, Contondo avait déjà mis en place ce seuil à 120 000 francs pour ceux qui étaient à la source. Historiquement, oui. Historiquement. Maintenant, voilà, ça a été uniformisé à tous les cantons. Donc, si vous gagnez plus de 120 000 francs à Genève, vous devrez faire une déclaration fiscale ordinaire. Et le deuxième changement majeur pour les résidents, c'est que cette taxation ordinaire ultérieure sera également obligatoire s'il y a d'autres revenus non soumis à l'impôt source. Je prends un exemple bête. Vous déménagez à Genève, permis B, vous avez des revenus tirés d'une activité accessoire en France. Ou des loyers, par exemple, des loyers qu'on perçoit. Vous percevez des revenus fonciers, percevez des dividendes. Vous avez une activité indépendante. Bon, l'activité indépendante, c'est un mauvais exemple, mais pour ces gens-là, la déclaration sera également obligatoire. Bon, ça sera sur demande, mais elle sera obligatoire. Ok. Quand tu dis sur demande, ça veut dire quoi? Sur demande, c'est qu'elle sera pas d'office. Pour le premier cas, quand on a plus de 120 000 francs de salaire, le service impôt source d'office vous enverra les codes de déclaration. Okay. Pour l'autre partie, ça sera quand même contraignable de se déclarer et de dire qu'il y a d'autres revenus non soumis à l'impôt source. Je pense aussi aux allocations familiales, enfin aux pensions alimentaires. Je sais pas encore comment, on n'a pas l'application cantonale, on ne sait pas comment le fisc va interagir avec ça et comment ils vont contrôler les résidents qui ont d'autres revenus. Maintenant, a priori, la marge de manœuvre est quand même assez importante. Donc, moi, je pense qu'ils vont demander les avis d'impôt de ces personnes-là pour vérifier qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'autres revenus, typiquement l'avis d'impôt français, si c'est des Français. Ça, c'est voilà, c'est un petit peu le gros changement au niveau des résidents. Au niveau des non-résidents, donc des frontaliers. Des frontaliers, là, c'est les grands perdants. Parce que je dirais que pour les résidents, c'était une bonne chose de les mettre sur un pied d'égalité avec les résidents permis C ou même suisses, qui eux étaient imposés, leur taux était imposé selon le taux global qui comprenait l'ensemble des revenus du foyer. Donc c'était pas juste vis-à-vis des permis B qui eux le taux ne tenait compte uniquement que des revenus de l'activité salariée, donc c'était pas forcément correct. Maintenant pour les non-résidents, alors a priori s'ils ont d'autres revenus non soumis à l'impôt source, ils seront pas embêtés, ils n'auront pas besoin de les déclarer, ça que je trouve pas forcément normal non plus vis-à-vis des résidents. Bon, ça changera pas. Par contre, eux ne pourront plus faire valoir leur déduction supplémentaire s'ils ne sont pas quasi-résidents. Et là, c'est le gros changement. C'est ce qui va faire très très mal aux frontaliers. Aujourd'hui, le frontalier qui est quasi-résident, il n'a pas à s'inquiéter, puisque rien va changer pour lui. Il pourra de toute façon faire une déclaration de quasi-résident et faire valoir ses cotisations troisième pilier, ses RHLPP, continuer à faire d'optimisation, continuer à déduire ses frais de garde, voire ses pensions alimentaires et ses frais de formation. Par contre, pour celui qui n'est pas quasi-résident, qui fait chaque année une simple rectification d'impôt source, alors cette personne-là pourra encore modifier les taux. Donc la partie 7 du formulaire sera toujours possible. Modifier le taux d'impôt, modifier le barème, les barèmes C typiquement, rattacher les enfants mineurs majeurs, ça sera possible. Mais toutes les déductions supplémentaires ne seront plus permises pour ce type de personnes. Ok, ouais, c'est ce qui est quand même. Donc là, cette année, donc type troisième pilier, deuxième pilier, tout ça. Les conseils que je donne pour ces personnes-là qui sont mariées à des personnes qui bossent en France, voilà, c'est peut-être de prendre contact avec le courtier en assurance, voir comment changer son troisième pilier, pourquoi pas le convertir troisième pilier B, éventuellement, vu que je sais que ça a été demandé par certains courtiers. Faire des rachats, faire un énorme rachat one shot cette année. Mais voilà, il faudra anticiper en tout cas une hausse d'impôt vis-à-vis de ça. Ok, merci pour ces infos. On va passer aux questions. Je crois qu'on a partie questions. Qu'en est-il des personnes pacsées en France? Alors, le PACS n'est pas reconnu dans le canton de Genève, donc ces personnes sont considérées comme étant des personnes vivant en union libre. S'ils n'ont pas d'enfants, ils sont taxés en barème célibataire. S'ils ont des enfants, ils sont taxés selon la procédure des concubins, ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Ok, alors attendez, question. Quel barème si je suis salarié à Genève, marié avec conjoint en France, en formation rémunérée par Pôle emploi? Donc ça, c'est Céline qui nous dit ça. Je suis salarié à Genève, marié avec conjoint en France, en formation. Alors c'est le conjoint qui touche des allocations de Pôle emploi. Alors, les allocations Pôle emploi sont considérées comme étant des revenus acquis en compensation, donc il sera soumis au barème C. D'accord.
Sonia, n'y a-t-il pas aussi l'application du barème famille aux personnes en concubinage avec enfants? Alors, le barème famille monoparentale, on n'en a pas parlé d'ailleurs tout à l'heure, ben, H1, il est permis pour ces personnes uniquement s'ils ont un enfant d'un premier lit à charge entière. Autrement, barème A0 en période de perception, de perception, barème H0 ou A0 en période de rectification selon le revenu des deux parents. Les frais kilométriques sont-ils déductibles des impôts suisses, les transports SBB notamment? Alors, il y a un forfait dans les déductions forfaitaires qui sont incluses dans les barèmes impôts sources. Le forfait est de 3% du brut, plafonné à 1697 francs. Merci. Oui, c'est pas relativement fait. Maintenant, on sait qu'à Genève, même pour un résident, ces frais de déplacement sont plafonnés à 500 francs. Le canton de Vaud, lui, n'a pas plafonné ses frais encore. Alors Sylvain nous dit qu'on lui a dit de ne pas faire de rectification, sachant qu'il était célibataire sans enfant, imposé à 10%. Alors, s'il n'a pas d'autres revenus d'activité lucrative dépendantes ou indépendantes, c'est sûrement juste. Si l'employeur a bien fait son boulot, il a extrapolé ça sur un 100%, donc le taux est juste. Ok. Donc à vérifier avec le fiscaliste, mais s'il n'y a pas d'autre travail à côté, non. Question d'Evelyne. Bonjour, question sur les taux des barèmes. Pourquoi le taux d'imposition est plus élevé pour un conjoint séparé ou divorcé avec enfant plutôt qu'un couple marié avec enfant? Alors, le taux d'imposition est plus élevé pour un conjoint séparé. Tout simplement, alors, la différence n'est pas énorme. Hein. Si on compare un barème, c'est quoi? Si on compare un barème B1, non, H1 avec un barème C. Ça doit être ça, ouais. Ouais, mais alors le couple, enfin, avec enfant, sans enfant, couple séparé, avec enfant, ok, donc enfant exclusif, donc H1, plutôt qu'un couple marié avec enfant. Alors, il faudrait voir les barèmes, mais non, je vois pas de différence. Ok, bon. Pas beaucoup en tout cas, c'est ça? Non, il y a une déduction sociale, mais bon, qui est au niveau fédéral pour les couples mariés, et une déduction pour ceux qui ont une double activité lucrative. Ça diffère un petit peu, mais le taux est sur un revenu équivalent, le taux est sensiblement pareil. Merci Romain. Manon, dans le cadre d'un couple pacsé que les deux travaillent en Suisse frontalier, est-il possible de déclarer l'enfant chez les deux ou faut-il choisir un seul parent? Alors, en fait, la règle diverge pour la France et pour la Suisse. En France, on doit choisir. Soit on le rattache chez l'un, soit on le rattache chez l'autre. Quoique, il y a eu un arrêt récent du Conseil d'État qui dit qu'on peut faire moitié-moitié. Mais en général, on choisit chez l'un ou chez l'autre. En Suisse, comme on en a parlé tout à l'heure, la charge de famille est divisée par deux. Elle est répartie sur les deux parents. Ok. Donc, elle est de 10 000 francs. Donc, s'il y a deux enfants, elle est de 20 000 francs. Chaque parent aura droit à 10 000 francs de déduction. C'est juste. Il y a aussi un forfait maladie qui est de plus de 700 francs. Puis le parent, qui a le salaire net le plus important, aura droit au barème H0, le barème réduit. Ok. Emma nous dit, y a-t-il un moyen d'éviter de devoir payer un complément d'impôt quand le conjoint perçoit un revenu uniquement en France? Alors, après, tout dépend le montant de son revenu. S'il est supérieur à 65 000 francs, comme je vous ai dit, on peut ajuster le barème, mais le complément d'impôt, non, il ne peut pas être évité sinon. Ok. Fabien nous demande, est-ce qu'il est préférable de verser sur le compte LPP que sur le compte troisième pilier? Finalement, c'est quoi fiscalement le plus intéressant? Alors, fiscalement, les vertus sont les mêmes. Moi, le conseil que je donne en général, c'est de privilégier un troisième pilier bancaire ou assurance selon le cas, plutôt qu'une lacune de présence LPP, puisque la lacune reste. On l'aura toujours. La lacune, quand on l'a, on pourra toujours la compléter. Alors que le troisième pilier, si on loupe une année, on peut pas faire du rachat d'année manquante troisième pilier. On peut faire du rachat LPP, mais pas du troisième pilier. D'ailleurs, c'est un projet fédéral qui semble arriver bientôt. D'accord. Comment est imposée la cession de parts sociales d'une entreprise, sachant que je suis frontalier et que je devrais m'acquitter de l'impôt sur les plus-values en France? Ouf. Là, c'est pas trop sujet par rapport à l'impôt source. On peut. Attends, ce que je propose, on va passer, mais on y répondra. C'est un petit peu complexe. Ouais. C'est un peu plus. Ça nécessite quelques minutes. Quel barème? Angélique nous demande quel barème s'applique pour un couple marié séparé, lieu et bien travaillant dans les cantons de Vaud, résident suisse et travaillant à Saint-Gall. Résidence. Le marié séparé, séparé de corps, de lieu et de bien, travaillant dans les cantons de Vaud. Et l'autre à Saint-Gall. Alors, ils sont résidents. Les deux Suisses. Résidents suisses. Alors, barème C. Barème C, si les deux ont exercé une activité lucrative, même s'ils habitent pas ensemble, fiscalement, ils seront quand même considérés comme étant mariés, s'ils sont pas mariés de fait. Voilà. Ok.
Alors, quid du canton de Zurich, Damien? Bon, bah, je pense que ça, c'est un autre. Ça, je maîtrise pas. C'est un autre sujet, ouais. Emma nous demande, l'administration m'a indiqué que la rectification, le BRMC n'est pas absolument obligatoire. Si elle n'est pas envoyée, il calcule une rectification sur un revenu théorique du conjoint plus élevé. Non, pas du tout. Là, il faut se rendre sur le règlement RISP, article 3, alinéa 1. Il est totalement obligatoire. Et de toute façon, si vous le faites pas, vous recevrez une demande de renseignement du service impôt source vous demandant les revenus du conjoint. Donc, essayez juste pour voir. Vous ne le faites pas, et puis vous. Essayez pour voir. Il n'y a pas d'amende. Hein. Oui, il n'y a pas d'amende, essayez pour voir. J'aime bien le. C'est pas amendable, mais vous pouvez essayer. Ok. On va essayer de boucler les questions. On a un peu dépassé, mais c'est pas grave. Pourquoi en 2021, la rectification ne sera plus possible sur les revenus du conjoint? C'est une majoration d'impôt importante quand le conjoint a un revenu bien inférieur à 65 000 francs. Alors, ça sera toujours possible. Hein. La partie 7 du formulaire sera toujours permise. On pourra toujours rectifier le barème C. Ok. Fort heureusement. Les revenus du conjoint, donc ça c'est Geoffrey qui nous dit, les revenus du conjoint perçus en France doivent-ils intégrer les primes, allocations familiales, indemnités compensatrices de congés payés? Tous les revenus liés à l'activité et les revenus de remplacement. Ok, ouais, donc oui. Donc oui. Firmin, question Même pour... les allocations familiales, puisqu'elles sont imposées en France, enfin en Suisse, c'est pas en France, mais elles sont imposées en Suisse. Ok. Comment déduire les dons à des associations ONG? Y a-t-il une différence si le don est pour une association suisse ou d'un autre pays? Alors, si les résidents français pourraient éventuellement déduire ces dons, si c'est des assos qui sont en France, si les frontaliers puis bossent sur Genève, ces dons ne seront pas déductibles. Il faudrait que ça soit une association suisse. Quid de la rectification des versements effectués sur un troisième pilier A, déduction fiscale toujours en vigueur pour 2020? Bon, ça on a répondu. Hein. Voilà, donc souvent on entend que le troisième pilier, en plus le troisième pilier, c'est quand même faux. Hein. Le troisième pilier bancaire notamment, moi je le conseille encore. Tant qu'on est quasi résident, on y a droit. Hein. D'accord, mais par contre les frontaliers, un frontalier qui fait ou un frontalier par exemple qui est pas quasi résident et qui fait un troisième pilier bancaire, il pourra pas le déduire. Aucun intérêt. Alors, il peut encore le déduire cette année. Maintenant, s'il est bancaire, il n'y a pas d'engagement, donc il n'y a pas de risque. Oui. Non, mais sur la déduction fiscale, il n'y en aura pas. Ah non. Oui, c'est ça. En 2020, 2021, non. C'est ça. Hein, s'il est plus quasi résident, c'est plus possible. Alors, en union libre avec un enfant, je perçois l'allocation enfant sur mon salaire puisque j'ai un salaire plus important que ma conjointe. Donc, est-ce plus intéressant pour l'impôt à la source? Je comprends pas la question. Faudra faire en tout cas la rectification d'impôt source là avant le 31 mars pour avoir le barème H1 parce qu'en général donc celui qui a la femme elle est claire, c'est les allocations familiales sont octroyées aux parents qui a le revenu net le plus important. Du coup leur droit au barème H0. Ok. Et sa conjointe le reste. Margot, on vous recommandera, on vous enverra des contacts pour le professionnel à Zurich. Evelyne, les rectifications d'impôt doivent-elles se faire également dans le canton du Jura? Je ne maîtrise pas. Ah, on ne sait pas. Vous parlez bien d'une demande de rectification complète et non pas celle qui est appelée simplifiée. La déclaration d'impôt simplifiée, c'est un terme vaudois. C'est pour la rectification d'impôt source vaudoise. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, non, on n'a pas abordé ce sujet-là, mais ça existe aussi dans le canton de Vaud, hein, notamment pour les résidents qui peuvent faire valoir certaines déductions. Ouais. Ah, les rectifications d'impôt sont-elles valables pour tous les cantons, a priori? Oui, bien sûr. Oui. Comment est estimée la valeur d'un bien immobilier possédé par un détenteur de permis B si le bien est mis en location? Oui, ça c'est chaud ça. Si le bien est mis en location. Alors, faut savoir si c'est un immeuble de rendement ou pas. Donc, s'il y a plus de 3 appartements, mais a priori pas, c'est valeur fiscale, valeur d'achat. Valeur d'achat, d'accord. C'est la valeur d'achat. Qui a été d'ailleurs revalorisée cette année de 7% du reste. Ok. Je perçois un loyer, Joséphine nous dit, je perçois un loyer français en plus de mon salaire à Genève depuis 2019. Dois-je en informer la fiscalité suisse? Alors justement, c'est là où c'est pas très correct pour moi en 2021, c'est que si Joséphine est résidente en France, ces loyers impacteront pas son taux d'imposition utilisé par son employeur en Suisse. D'accord. Alors que le résident, on en a vu tout à l'heure, sera impacté. Donc non, il n'y a pas besoin de. Bon là, on va encore prendre 2 minutes. Alors, ce qu'on fera, c'est que les questions qui sont pas, on va les regrouper, les questions pour lesquelles on n'a pas répondu, pour lesquelles on n'a pas apporté de réponse, pardon, parce que là, il y en a encore pas mal. Je regarde un petit peu, j'essaie d'en choisir une dernière. Alors, si pour le cas de résidents, le crédit d'une résidence secondaire est-il pris en compte si des travaux sont effectués dans cette résidence? Alors oui, bien sûr. Par contre, en contrepartie de ces frais d'acquisition, on aura droit à une valeur locative. Donc, il faut vérifier que Armelle, il faut vérifier qu'elle est bien éligible au statut de quasi résident. Donc, elle a bien le 90% de ses revenus suisses. Voilà. Donc, on vient de répondre à la question de. Quand on a un secondaire, c'est-à-dire qu'on a une principale, ou pas forcément, mais on peut. Ça fait 2 revenus français. Voilà. À voir si ça rentre dans le.
Dans le cas du 90%. Alors Evelyne, du coup, on a répondu, la quasi-résidence, c'est une personne, en fait, notamment un frontalier qui a plus de 90% des revenus du ménage qui sont issus de Suisse, de sources suisses. Dernière question, pour un frontalier, quelles conditions de rectification pour les revenus des retraités via le deuxième pilier? Alors, j'imagine que pour qu'il y ait un impôt source sur un deuxième pilier, cette personne doit être de nationalité suisse, et le deuxième pilier doit être un deuxième pilier de droit public. Donc s'il y a qu'une rente LPP, il n'y a pas de rectification à faire parce que le taux est de 10%, il est juste, on peut pas le contester. Donc non, pas de rectification à faire pour ce genre de cas. Ok. Bah écoutez, on va mettre un terme au webinaire. Il y a encore pas mal de questions, mais on va y répondre. Moi, je les ai. On va poser les réponses en fait groupées en fait sur la page d'inscription. Ou alors sur la page Facebook dont j'ai mis plutôt sur la page Facebook dont j'ai mis le lien là, je vais la retaper. En tout cas, je vous remercie pour cette on va dire ce rendez-vous. Merci Romain pour tes réponses ultra précises. Je suis toujours impressionné, c'est vraiment un métier, il y a pas à dire. Donc Romain, pour ceux qui veulent ses coordonnées, elles sont là. Donc c'est Romain Clapier, Allo Déclaration Suisse. Je pense qu'il vous a montré en fait qu'il connaissait plutôt très bien son sujet. N'hésitez pas à le solliciter et je pense vraiment en tout cas pour l'avoir testé, c'est vraiment, c'est le jour et la nuit, si vous voulez, entre ce que vous faites vous et ce que peut trouver notamment un fiscaliste ou un expert comptable. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci à tous de votre présence sur ce webinaire. On va faire un prochain webinaire sur le thème du quasi-résident. On va vous l'annoncer bientôt. Et je vous dis en tout cas merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Et Romain, merci à toi, merci pour ta présence. Merci pour votre écoute. Merci, à très bientôt. Je vais vous mettre là le lien Facebook, le lien de notre page Facebook là pour que vous puissiez aller voir les quelques réponses. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt.